Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tarot pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur qui s'appelle le Odin's Playbook, A Tarot Tale et pas A North Tale, vous voyez que c'est barré. C'est un jeu de tarot qui a été créé par Danielle Norman, qui est une Canadienne. Et on a une perspective sur le monde nordique. Alors je vais dire de temps en temps viking, mais sachez que viking, ce n'est pas, ça correspond ni à une ethnie, ni à une région d'Europe pendant une période. Viking, en fait, c'est une activité de pirate. À la place de viking, on pourrait dire pirate. Et donc, on a assimilé ce mot très souvent à un peuple en transmettant pas mal d'idées fausses sur ce peuple-là. Donc, ceux qu'on appelle les Vikings, la plupart du temps, ils étaient agriculteurs, et même ceux qui allaient faire de la piraterie n'étaient pas pirates 100% du temps, et ils revenaient dans leur ferme régulièrement et pour des temps assez longs. Donc, ce que j'aime dans ce jeu-là, vous allez le voir dans les illustrations, c'est que on n'a pas une vision heroic fantasy comme on l'a dans pratiquement tous les jeux sur les Vikings. Là, on a plus une présentation de la vie viking et des croyances à partir de la vie quotidienne et donc de l'activité principale de ces populations du Nord qui était l'agriculture. Donc j'aime bien parce que il a vraiment cette énergie-là que ça manquait. Et on est resté en fait sur le fantasme Heroic Fantasy. Et c'est dommage parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes et puis qui aussi permettent de comprendre la mythologie des pays nordiques. Elle a fait pas mal de recherches, elle a voulu aussi transmettre un certain nombre de valeurs que je trouve super intéressantes. Donc voilà, allez, on va découvrir les cartes. Alors, avant de découvrir les cartes, je vais quand même vous montrer le petit livret. Donc vous voyez qu'on a même un livret pas que petit, mais quand même assez important. Il y a beaucoup de choses dedans. Avec un petit texte que j'adore. La sagesse que vous cherchez est déjà en vous. Celle que vous ne comprenez pas, vous devez d'abord l'expérimenter pour complètement la comprendre. Que ce livre soit pour vous un outil pour ouvrir l'énergie du passé, pour que vous puissiez expérimenter le présent avec de la clarté pour aller pour avancer en fait vers votre connaissance intérieure. Voilà. Trust the whispers of the gods. Ayez confiance en les chuchotements des dieux. Alors, on a une petite introduction et elle explique que c'est un jeu très terrien en fait. Il a une grosse énergie terre et c'est vraiment ce qui m'a plu. Ce mélange de monde nordique et d'énergie terrienne parce que c'est des périodes où partout d'ailleurs en Europe ou voire partout dans le monde, on avait ce côté très agricole, une connexion à la terre qui était très importante et qui était aussi qui infusait à travers les mythes. C'est-à-dire que voilà le tonnerre, le marteau de Thor, c'est aussi les éclairs qui pénètrent la terre et qui ensemencent la terre. Donc Thor était aussi ce dieu qui ensemençait la terre. Donc on a un petit peu comme en Égypte, aussi dans la mythologie, des choses qui sont en lien avec la terre, en fait, avec une représentation sous forme de dieu des phénomènes naturels. Et ça, en tant qu'animiste, ça me parle énormément. Alors, donc voilà, As Norman, en tant que personne du Nord, donc elle s'appelle Norman, qui veut dire un homme du Nord, dérivé de l'anglais. Beaucoup de générations de sang
des peuples du Nord coule dans mes veines. Et ça m'a aidé à créer, à me donner l'énergie pour la création des cartes. Donc voilà. Donc on sent que c'est un jeu qui a été fait avec les tripes et d'une façon enfin, qui m'a beaucoup touchée. Alors, elle a renommé les suites. Donc vous voyez, les bâtons, c'est les staves, les pentacles, les rings, les bagues. Les épées, on a des haches. Et les coupes, on a des cornes. Donc voilà pour ce qui a été renommé au niveau des suites. Et après, les cartes de cours aussi ont été changées et j'ai trouvé aussi très intéressant la façon dont elle a renommé les cartes de cours. Par exemple, les pages, ce sont les poètes. Les cavaliers, on a les guerrières, on va dire. Les reines, ce sont les cheftaines. Et donc là, on va avoir des hommes et des femmes dans ce rôle. Et les rois, ce sont ceux qui dirigent. Et on va voir aussi des hommes et des femmes. Donc vous allez voir que ce jeu, il est inclusif, c'est-à-dire et il est allé chercher l'énergie, on va dire, des peuples du Nord, ces énergies fortes qui peuvent inspirer, qui peuvent parler, et qui parlent, je sais, à beaucoup de gens, notamment à travers le travail des runes, mais pas que. Hein, quand on voit le succès des séries ou des films à propos des Vikings, on sent qu'il y a quelque chose, une recherche qui est profonde chez beaucoup de gens. Et elle y a rajouté des choses plus modernes ou qui peuvent paraître surprenantes, mais qui questionnent aussi sur l'histoire et sur la responsabilité qu'a un tarot au niveau social. Mais ça, j'en parlerai quand on verra les cartes. Donc, dans les cartes, on a le fou de temps en temps qui est derrière. Vous allez voir qu'il y a des runes qui ont été associées aux cartes. C'est pas toujours les runes que j'aurais associées, mais ça, c'est très personnel. C'est vrai que la vision des runes, la façon de les ressentir, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez personnel. Et d'ailleurs, à double sens, c'est-à-dire la façon dont on ressent la carte de tarot, dont on l'interprète, dont on perçoit son énergie, et la façon dont on va percevoir la rune. Et donc, les associations ne sont pas toujours les mêmes en fonction des auteurs. Mais je trouve aussi intéressant pour les gens qui s'intéressent aux runes, ça permet aussi d'allier le travail avec les runes et le travail avec les cartes. Donc on peut, par exemple, se dire, bah, j'ai eu telle carte et telle rune, ça me permet de travailler avec et la rune et la carte. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Alors vous voyez que pour chaque carte, on va avoir un petit texte qui est assez... qui est court, qui explique le sens de la carte. Il n'y a pas énormément de choses, mais de temps en temps, on ressent vraiment cet esprit de ce lien avec les dieux. Par exemple, laisser les dieux marcher à travers... vous aider, enfin, attendez, allow the gods to walk you towards your highest achievement. Laissez en gros les dieux vous emmener, voilà, à vos plus grandes réussites. Donc on a des choses de ce type-là. Ayez confiance dans les chuchotements que vous entendez. Un rune, ça veut dire chuchotement. Donc il y a aussi ça qui est super intéressant. On voit qu'elle a beaucoup travaillé et beaucoup réfléchi sur son jeu. Et en même temps, elle a donné quelque chose d'assez simple. Alors du coup, pour nous les francophones, c'est bien parce que c'est facile à traduire. C'est pas de la littérature. Et il est tout de suite utilisable. C'est pas un jeu qui va demander beaucoup comment dire, de travail préalable pour pouvoir l'utiliser. Donc il suit le Rider-Waite Smith. Je vous montre un petit peu pour les autres cartes. On a, par exemple, là, le set de bâtons. On va avoir un petit texte à l'envers et la rune associée. Donc, voilà pour les cartes.
il y a certaines cartes qui n'ont pas de runes associées. Donc voilà, parfois on travaille avec une rune, parfois non. Ensuite, elle a fait une petite partie sur les runes. Comment est-ce qu'on on les prononce, à quoi elles correspondent. Et puis voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper court. Donc si vous êtes intéressé par les runes, c'est super bien. Si vous ne connaissez pas encore très bien, vous avez une idée de prononciation, même si les prononciations sont un petit peu reconstituées. On n'est pas trop sûr des prononciations, puisque c'est ancien et que nulle part, enfin la langue elle a évolué. Hein. Nous par exemple, c'est vrai qu'on a toujours dans la tête que, je sais pas, au début du Moyen-Âge, les gens parlaient la même langue que la nôtre d'aujourd'hui en France, alors que c'est pas du tout le cas. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Hein. Donc voilà. Mais quand même, on a des idées de prononciation. Et puis voilà. Hop. On a la photo de Daniel. Alors, au niveau des cartes, donc nous avons des bordures bleues, belles bordures bleues qui rappellent la mer. Nous avons un traitement de cartes qui est mat, mais avec un toucher satiné qui est super agréable. Les cartes glissent bien, ni trop peu. Elles sont... alors elles ont la flexibilité que j'aime bien, c'est-à-dire ni trop flexible, ni pas assez flexible. Au dos, on a Odin. Vous voyez que le dos des cartes est réversible, donc ça veut dire que pour les personnes qui font des tirages avec les cartes à l'envers, vous allez pouvoir le faire. On a Odin avec les 4 symboles de suite, et puis un symbole qui ne date pas de la période viking, c'est ce qu'on appelle la période viking, qui est de 800 à 1100, donc la période des raids, etc., mais qui est un symbole plus récent, qui a été trouvé dans des manuscrits qui datent du XVIIe siècle, je crois. Donc voilà. Alors ensuite, comment sont composées les cartes? Alors déjà, vous voyez le type d'illustration qui, moi, m'a énormément plu, avec cet aspect, je trouve, où on met en valeur l'extérieur, le monde naturel. Donc ça me plaît beaucoup. On va avoir une rune. Donc ici, on a Manaz, donc la rune de l'humanité, la rune qui représente l'homme, l'humain. Donc voilà, je trouve intéressant. On va avoir aussi voilà, ici, il a une petite fleur. On voit le corbeau, donc on a aussi ce lien aux animaux qui me plaît, même chose beaucoup. Et puis ici, on a un bateau. Vous voyez que les couleurs sont super belles. Franchement, j'adore ce jeu. Vraiment. Alors là, on a un personnage, un magicien. Vous voyez qu'on a néanmoins 2 corbeaux. On a un serpent. On a la rune Anzu qui est la rune de Odin, la rune des As. Voilà, donc on a aussi ce lien à la magie, le magicien qui serait en lien avec la magie d'Odin, donc voilà, c'est intéressant. Donc ensuite, on a l'équivalent de la grande prêtresse, de la papesse dans le Marseille. Ensuite, nous avons la mer, vous voyez, les majors, pas mal de majors ont été renommés. Alors là, on a l'ancien. Alors j'aime bien cette idée de... On n'a pas le hiérophante, le pape. On a l'ancien, celui qui a les clés, qui est capable de transmettre des connaissances de par son expérience. Et je trouve que c'est super intéressant. Les amoureux, c'est super beau parce qu'on a une aurore boréale. C'est vraiment magnifique avec Gébo, donc cette rune de rencontre, d'échange qui va bien avec la carte. Le chariot, donc on a
un bateau avec Raido, donc cette rune qui fait avancer ce mouvement. La force, vous voyez pareil, on a une rune. L'ermite, alors là on a Odin je pense, hein, puisqu'on a on a le bandeau, on a les deux, on a ces deux corbeaux, et on a ce vieil homme qui se cache, hein, Odin c'est aussi celui qui se cache, qui se fait passer pour d'autres, c'est un sacré filou. Donc on a cette idée d'ermite, et c'est vrai que dans beaucoup d'histoires, on a Odin qui est seul et qui va, bah voilà, voilà, il va aller dans des aventures pour acquérir de la connaissance, notamment, mais surtout. Donc on le voit souvent représenté comme cet homme solitaire qui est un filou, qui se fait passer pour d'autres et mais qui est prêt à mettre tous les moyens pour avoir de la connaissance. Euh, donc voilà, alors elle a associé Isa. Alors, ah oui, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'elle a fait aussi une petite carte avec les mots-clés pour chaque rune. Donc, Isa, donc, elle a bien associé à de la glace, des choses qui sont gelées. Donc, c'est le monde aussi, hein, des pays nordiques. L'équilibre et les frustrations. C'est vrai que dans ce personnage aussi d'Odin, on a cette frustration de ne pas être, on va dire, tout puissant, avoir toutes les connaissances pour pouvoir éviter le Ragnarok. Je pense qu'Odin, il aurait été... il se serait bien senti dans l'ère d'aujourd'hui où on a cette idée de, pour avoir la connaissance, on va mettre tous les moyens, plus ou moins louables, pour avoir cette connaissance et cette puissance. Et en ça, Odin est bien un dieu de nos jours. Parce que c'est un dieu qui est très mental et on est dans une société très mentale. Et du coup, c'est une énergie qui a besoin d'être tempérée. Et vous voyez qu'il existait et qu'elle était déjà là dans cette période-là, dans les pays nordiques, la période, dans la période qui est illustrée ici dans ce jeu. Alors là, on a le réseau du Weird pour la roue de fortune. La justice. Alors, vous voyez, ah oui, il faut que j'en parle aussi. On a des personnages avec la peau noire. Alors, j'avais déjà parlé de cette idée de représentativité qu'on a de plus en plus dans des films qui nous viennent notamment des États-Unis. Et j'avais expliqué que au départ, moi, j'avais été un petit peu gênée. Et en fait, j'ai énormément réfléchi par rapport enfin, sur ce sujet-là. Et j'ai revu une vidéo qui était super intéressante, une introduction qu'a faite Eric Erger. Mince, comment il s'appelle? Un jeune qui fait des vidéos sur le monde viking, qui fait des recherches et qui partage le fruit de ses recherches. Et donc, on lui avait posé des questions sur est-ce qu'il y avait des populations à la peau noire chez les Vikings. Donc, lui, son avis, c'était que probablement non. J'ai fait d'autres recherches, je suis allée un petit peu chercher et creuser. J'ai vu aussi que Daniel en a fait, puisqu'il y a une référence à un livre. Donc, elle a travaillé, oui, d'ailleurs, avec des bouquins que j'aime bien, qui ont été traduits par Jackson Crawford. Mais elle a aussi... lequel c'est?
True Myth. Ah oui, Black Viking of the Middle Ages. Donc voilà, on a aussi des... Elle s'est renseignée et voilà, elle est partie du principe que si, qu'il pouvait y avoir des Vikings à la peau noire. Alors c'est pas, on n'a pas de traces de Vikings à la peau noire. À l'inverse, on n'a pas non plus une certitude sur le fait qu'il n'y en ait pas eu, puisque de toute façon, déjà, il n'y avait pas que les Vikings qui voyageaient, il y avait aussi des personnes du continent africain qui ont voyagé, qui étaient aussi des navigateurs, donc qui ont pu se retrouver dans des pays nordiques et s'y installer. Il y a aussi la possibilité, comme les Vikings faisaient beaucoup de commerce d'esclaves, plutôt des esclaves ils allaient plutôt chercher donc en Europe, sur les côtes anglaises, etc. Mais il est possible qu'ils aient ramené aussi des esclaves à la peau noire et petit à petit, avec l'influence de la religion chrétienne, euh, ils ont pu, enfin, ils se sont un peu adoucis par rapport justement à l'esclavagisme, et petit à petit, les populations il y a eu des mariages, il y a eu des gens qui se sont installés, qui ont été affranchis, donc c'est aussi possible. Euh, Dernière chose, la responsabilité d'un documentaire, c'est de représenter l'état des recherches d'aujourd'hui et ce qu'on sait comme étant très probable, très peu probable, peut-être possible, etc. Sachant que l'histoire, c'est pas une science qui est fixe, elle évolue au fur et à mesure des recherches. Que sur le monde nordique, eh bien, on a très peu de choses. J'ai été surprise au départ et en fait, ce jeu, je trouve qu'il est euh, super respectueux de cette période viking, dans le fait du lien avec la terre, la façon de vivre, ce côté, voilà, ce côté d'influence des éléments du monde naturel. Donc il est beaucoup plus respectueux alors je vais dire des peuples vikings entre guillemets, que les tarots Heroic Fantasy, et il apporte sa fantaisie à lui, qui est peut-être pas une fantaisie, qui est peut-être quelque chose d'historique, mais en tout cas, bon, bien sûr qu'il n'y avait pas 50% de la population qui était d'origine africaine, mais il y a une possibilité pour que ça existait quelque part, et donc du coup, je trouve qu'il est super intéressant, et même si ce n'est qu'une fantaisie, je trouve qu'elle est super intéressante. Voilà. Et quelque part, je retrouve dans ce jeu beaucoup plus de ces énergies vikings que dans un jeu d'Heroic Fantasy. Voilà. Et je peux beaucoup plus facilement travailler avec ces énergies du Nord, ce lien à la Terre, la façon dont elle est représentée, les aurores boréales, la couleur, la froideur. Vous voyez, on a les pierres aussi, le côté des rochers, le côté aussi voilà, de la mer. Mais voilà, je trouve il est super intéressant pour ça. Voilà. Alors, je vais continuer à vous montrer ce jeu. Je trouve que toutes les cartes avec les aurores boréales, elles sont juste incroyablement belles. Vous voyez, on continue à voir aussi des runes. Alors, je vais passer un petit peu vite parce que j'ai pris pas mal de temps pour vous expliquer pourquoi il me plaît. Mais pour moi, c'est intéressant parce que c'est intéressant de voir le point de vue d'autres personnes qui vont faire cette démarche, sachant que Danielle, elle a fait cette démarche pour retrouver ses racines. Et, euh, et donc j'aime bien, en fait. Elle est allée chercher comment est-ce qu'ils vivaient, qu'est-ce qui était important pour eux. Donc là, on retrouve hein, le Rider-Waite. Il est facile à... Je trouve que c'est un tarot qui est facile à lire. On comprend ce qui se passe, en fait. Vous voyez, là, on a la célébration. On va tout de suite comprendre ce qui se passe. Les personnages, on n'a pas Je trouve tous les personnages sont beaux et attachants. Et en même temps,
on sort un peu du modèle de top modèle, justement. Et moi, j'en ai marre de voir le peuple, les peuples du Nord représentés sous forme de top modèle avec des cheveux blonds, la peau hyper blanche, sachant que là, c'est pour le coup qu'on commence à avoir pas mal de données. Il semblerait que la population à cette époque-là ait été beaucoup plus mélangée, qu'il y ait eu beaucoup plus de mélange qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens avec des cheveux beaucoup plus foncés, la peau plus foncée, les yeux bruns. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est aussi ça qui me plaît. Euh, dans, Au Danemark, en Suède, dans ces parties de la Scandinavie, il y avait une diversité plus importante au niveau de la couleur de peau et de la couleur de cheveux. Vous voyez le 8 de bâton avec cette rapidité, on a les corbeaux. Alors vous voyez qu'ici, pour les cartes de cours, on va avoir comme une petite tapisserie. Donc les cartes de cours sont un petit peu différentes, on dirait presque des collages. Et c'est super joli. Alors là, on a le poète, on a la guerrière. Même chose, hein, c'est des choses qui sont en cours de recherche. Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de guerrières? Alors, il y en avait, peut-être. Enfin, certainement. Nous aussi, on en a eu. Hein. On a eu Jeanne d'Arc. Il y a eu quelques femmes qui se sont battues, qui sont même parties lors des croisades, avec souvent leur époux. Mais on avait quand même très peu de femmes guerrières. Mais on en a eu. Alors, est-ce que chez eux, c'était pareil ou est-ce qu'il y avait énormément de femmes guerrières? Ça, c'est des choses qui sont en train d'être discutées, d'être étudiées. Et bah là, elle a pris, ce parti pris, justement, là, ce parti pris de représenter ces, euh, ces femmes guerrières et pas sous forme de super guerrières badass, mais de vraies guerrières. Sachant que très certainement les femmes, donc là on voit la cheftaine des bâtons, les femmes savaient se battre, elles devaient certainement apprendre à se battre aussi pour protéger leur clan lorsque leur mari partait faire les Vikings justement dans voilà, leur travail de piraterie. Donc le monde en fait viking était un monde assez dur. Il y avait de la violence, il y avait oui, le monde était assez violent, puis l'environnement était assez dur parce qu'on n'est pas on est dans des environnements hostiles. C'est pour ça aussi qu'ils sont venus s'installer à des endroits comme la Normandie ou plus au sud, parce que c'était plus facile de faire de l'agriculture dans des pays plus au sud que dans des pays nordiques. Regardez comme elle est jolie celle-ci. Même chose, on a l'aurore boréale et on a les sapins enneigés. J'adore sa représentation des paysages. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça magnifique. Alors là, on a le 3. Et vous voyez qu'on a ce côté de collaboration avec même chose, un magnifique ciel étoilé. Voilà. Il y a un choix de couleurs qui est superbe. Donc là, on voit aussi une des activités qui était le commerce. D'ailleurs, il y avait des commerçantes, hein, les femmes, c'est très probable qu'elles aient même voyagé et qu'elles aient été beaucoup plus libres pour justement réaliser ce commerce, ces échanges. Donc voilà. Là, on a le personnage qui marche. Vous voyez, on a les petites maisons. Le 10, avec la famille. Alors, petit poète. La guerrière. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Super joli
l'équivalent du roi. Donc, c'est la personne qui règne. Alors, les haches, les hachettes en fait. Le 2, le 3, voilà. Ah là 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 là. Mais franchement, je suis. Les paysages sont incroyablement beaux. Et puis, j'aime bien les expressions des personnages. Vous voyez, ici, on a vraiment je trouve une représentation qui est parlante, qui nous fait réagir. Il y a beaucoup de chaleur, en fait, et de vie dans les cartes. Vous voyez que là, on voit un personnage qui passe au-dessus et on voit un personnage dessous qui va utiliser la ruse pour pouvoir attraper celui qui est au-dessus, d'ailleurs, qui a l'air d'être le fou, avec sa petite fleur. Le 8, le 9, le 10. Alors, le petit poète, la guerrière, cheftaine et celui qui règne. Alors, ensuite, nous avons les anneaux. Les anneaux de pouvoir. Là, on a l'équilibre. Là, on a la fabrication des bateaux. Ah oui, aussi la raison pour laquelle les bateaux, enfin les gens n'étaient pas tout le temps en train de faire de la piraterie, c'est qu'il fallait réparer les bateaux, que la construction, la réparation d'un bateau prenait énormément de temps. D'ailleurs, à cette époque-là, comme dans toute l'Europe, ce qui avait beaucoup de valeur, c'était le linge, c'était les tissus, parce que ça prenait énormément de temps de faire des tissus, de faire des voiles. Donc voilà, par exemple, ça c'était aussi une des activités qui était faite. Il y avait aussi beaucoup d'artisanat, donc agriculture et artisanat. Le 5, le 6, le 7, très joli, très coloré. Ah, on voit ici, voilà, l'artisanat, ce 8. C'est sympa de le voir à travers cette idée de fil ou de corde. Ce 8 d'anneaux. Le 9, une petite poète. La Shield Maiden. La cheftaine. Et celle qui règne. Et puis là, on a Odin. Avec ses corbeaux. Moi, j'adore la représentation de la nature. Elle est, regardez comme c'est magnifique. Le jeu est vraiment super beau. Il est super facile à utiliser. On peut facilement faire des traductions avec Google Trad, ou si vous connaissez le Rider, vous allez pouvoir l'utiliser facilement. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos, vous pouvez donc utiliser Google Trad. C'est des petites parties à traduire. Voilà, je vous embrasse tous. À bientôt.